Bonjour et bienvenue dans ce premier module de préparation au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs. Ce module est consacré au théorème de Césarov. Tout le monde a vu la première forme, généralement en première année. Sans être très difficile, la démonstration contient tout de même quelques subtilités qu'il est utile de bien comprendre. La deuxième forme est déjà au niveau moyen des concours, et avec la troisième, on arrive aux niveaux les plus élevés. La première séquence est consacrée aux trois principales versions du théorème. La deuxième décrira quelques variantes et une application importante que vous retrouverez, avec une extension assez difficile, dans le problème de fin de module. Commençons par l'énoncé de la première forme. On se donne une suite numérique, c'est-à-dire à valeur dans R ou C, supposée convergente dans R ou dans C. La suite V indice n est la suite des moyennes arithmétiques de la suite U indice n, et le théorème affirme que la suite V indice n converge vers la même limite que la suite U indice n. Pour la démonstration, nous allons d'abord la faire dans le cas particulier d'une limite nulle, puis appliquer ce résultat pour généraliser au cas d'une limite quelconque. On peut faire la démonstration directement dans le cas général, cela peut être un bon exercice, et c'est la méthode que j'appliquerai pour les démonstrations des deux autres formes du théorème. Rappelons la définition d'une limite nulle qu'il est indispensable de bien connaître. Epsilon est fixé, mais il est quelconque. Donc, on fait la démonstration pour tout epsilon. On applique la définition de la limite à epsilon sur 2. Reprenons l'expression de la suite V indice n. On fixe un entier n strictement supérieur à l'entier grand N indice 1, ce qui permet de découper la somme des U indice k en deux sommes. On applique ensuite l'inégalité triangulaire. On obtient cette inégalité par des applications successives de l'inégalité triangulaire. Pour les indices n strictement supérieurs à grand N indice 1, on peut majorer la valeur absolue de U indice k par epsilon sur 2. On en déduit cette majoration de la valeur absolue de V indice n, qui est vraie pour tous les indices n supérieurs à grand N indice 1, ce qui va permettre d'introduire une deuxième contrainte sur l'indice n pour majorer la première somme. On peut majorer ce terme par 1. Le numérateur est un nombre fixé, indépendamment de n, et le dénominateur tend vers l'infini, donc le quotient tend vers 0. On applique alors la définition d'une limite, pour démontrer l'existence d'un entier grand N indice 2 tel que le premier terme soit majoré par epsilon sur 2 pour tous les indices supérieurs à grand N indice 2. On pose grand N égale au plus grand des deux entiers grand N indice 1 et grand N indice 2. Pour tout indice petit n supérieur à grand N, chacun des deux termes est majoré par epsilon sur 2, donc la valeur absolue de V indice n est majorée par epsilon. Le nombre réel strictement positif epsilon étant quelconque, on a démontré que la suite V indice n tend vers 0. Nous allons maintenant généraliser au cas d'une limite L non nulle. On définit une nouvelle suite, W indice n. La suite W indice n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On peut donc appliquer le résultat précédent à la suite W indice n, la suite de ces moyennes arithmétiques tend vers 0. Revenons à l'expression de la suite W indice n. En séparant la somme en deux, on obtient grand N plus 1 L au numérateur, et on peut simplifier par n plus 1. On retrouve la suite des moyennes arithmétiques de la suite U indice n. Puisque W indice n égale V indice n moins L, la suite V indice n moins L tend vers 0. Et on en déduit que la suite V indice n tend vers L. Avant de passer à la suite, assurez-vous d'avoir bien compris toutes les étapes de la démonstration. Le principe reste le même pour les deux formes suivantes, mais dans des contextes plus compliqués. Passons maintenant à la deuxième forme du théorème de Césarov. Pour commencer, voici l'énoncé d'un exercice que l'on rencontre à divers oraux de concours de niveau moyen.
nous allons voir que c'est un cas particulier de la deuxième forme du théorème de Césarot. Vous pouvez essayer de le résoudre directement, puis étudier la démonstration du théorème et revenir ensuite à l'exercice. Vous avez la solution, sans le théorème de Césarot, dans les exercices corrigés. Voici l'énoncé de la deuxième forme. On a remplacé la moyenne arithmétique par une moyenne pondérée. La démonstration suit la même trame que celle de la première forme. Cette fois, je traite directement le cas général, sans passer par le cas particulier de la limite nulle. Il peut être intéressant pour vous de reprendre la démonstration avec l'hypothèse L égale 0, puis de la généraliser en utilisant le cas de la limite nulle au cas d'une limite quelconque. On utilise la définition d'une limite. Reprenons l'expression de la suite W indice n. On réduit au même dénominateur, on regroupe les deux sommes et on met les termes V indice K en facteur. En supposant n supérieur à grand N indice 1, on sépare la somme en deux. On utilise l'inégalité triangulaire avec une itération sur la deuxième somme. Pour tous les indices K supérieurs à n indice 1, la valeur absolue de U indice K est majorée par epsilon sur 2, que l'on peut mettre en facteur. On a supposé que pour tout K entier naturel, V indice K est un nombre réel strictement positif. Donc la somme au numérateur est inférieure à celle du dénominateur qui contient plus de termes. On en déduit cette majoration de la valeur absolue de V indice n moins L. Comme dans la démonstration précédente, remarquons que la majoration est vraie pour tout indice n supérieur à grand N indice 1, ce qui va permettre d'introduire une nouvelle contrainte sur l'indice n pour majorer la première somme. On va utiliser un résultat sur les séries numériques divergentes à termes positifs. La suite des sommes partielles est croissante, donc elle n'est pas majorée, puisque cela entraînerait la convergence de la série. La suite des sommes partielles est une suite croissante et non majorée, donc elle tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Le numérateur est un nombre réel fixé et le dénominateur tend vers l'infini, donc le quotient tend vers 0. On en déduit l'existence d'un entier naturel grand N indice 2, tel que pour tous les indices n supérieurs à grand N indice 2, cette inégalité est vérifiée. On pose à nouveau grand N égale au plus grand des deux entiers grand N indice 1 et grand N indice 2. Pour tout indice n supérieur à grand N, chacun des deux termes est majoré par epsilon sur 2, donc la valeur absolue de W indice n moins L est majorée par epsilon. Le nombre epsilon strictement positif est quelconque. On a donc démontré que la suite W indice n converge vers L. Revenons à notre exercice initial. Il suffit de poser V indice K égale K. Il faut savoir que la somme des n premiers entiers naturels non nuls est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. On peut alors appliquer le théorème de Césarot deuxième forme. En général, l'exercice est posé sous une forme un peu différente. Le dénominateur est égal à n facteur de n plus 1 et on demande de démontrer que la suite W indice n converge vers L sur 2. Vérifions maintenant que la première forme est un cas particulier de la deuxième. Cette fois, on pose V indice K égale 1. La somme des V indice K est égale à n plus 1, ce qui permet d'appliquer la deuxième forme. Passons maintenant à la troisième forme. Ici aussi, je commence par vous donner un exemple d'exercice de concours. Le niveau s'élève rapidement. Il a été posé à l'oral de l'X et a été repris par d'autres concours ensuite, avec éventuellement des indications. Comme dans le cas précédent, nous allons démontrer un théorème dont l'exercice est un cas particulier. La situation de départ est toujours la même, mais le contexte est un peu plus compliqué. Pour mieux visualiser ce que représente ce tableau, reportez-vous au cas particulier. Le triangle de Pascal, dans lequel les termes de la ligne n ont été divisés par 2 puissance n. La suite V indice n est encore une suite de moyenne pondérée de la suite U indice k,
Mais à la différence de la deuxième forme, les coefficients de pondération ne sont pas définis à partir d'une série numérique. Nous verrons en conclusion que la troisième forme est une généralisation stricte de la deuxième. La première hypothèse signifie que la somme des éléments d'une ligne est égale à 1. La deuxième signifie que la suite des éléments d'une colonne tend vers 0. La conclusion est toujours la même. La démonstration commence de la même façon que pour les deux formes précédentes. On applique, comme dans les cas précédents, la définition d'une limite. On va majorer la valeur absolue de V indice n moins L. On utilise l'hypothèse sur les lignes du tableau des A indice nk. La somme des éléments d'une ligne est égale à 1. On regroupe les deux sommes et on factorise par A indice nk. Remarquez bien l'analogie avec les deux démonstrations précédentes. On fait, comme d'habitude, une découpe en grand N indice 1. On obtient cette majoration par l'application habituelle de l'inégalité triangulaire. Pour tous les indices k supérieurs à grand N indice 1, on majore la valeur absolue de U indice k moins L par epsilon sur 2, que l'on met en facteur. Somme des réels positifs A indice nk est égale à 1. Donc on peut majorer la somme des termes d'indices strictement supérieurs à grand N indice 1 par 1. On va maintenant utiliser l'hypothèse sur les colonnes pour majorer le premier terme. La suite obtenue en multipliant la suite A indice nk par une constante tend vers 0. On a une somme finie de suites qui tendent vers 0, donc elle tend vers 0. La définition d'une limite entraîne l'existence d'un antinaturel grand N indice 2, tel que pour tout indice n supérieur à n indice 2, la somme soit majorée par epsilon sur 2. La fin est habituelle. C'est la troisième fois qu'on le fait. Et on conclut en utilisant directement la définition d'une limite que la suite V indice n converge vers L. Revenons maintenant à l'exercice. La somme de chaque ligne du triangle de Pascal est égale à 2 puissance n. Donc la somme des réels positifs A indice nk est égale à 1. On utilise l'expression avec des factoriels des coefficients du binôme. On obtient cette expression par simplification de factoriel n sur factoriel n moins k. Le numérateur est un polynôme en n qui est équivalent à son terme de plus haut degré. On conclut alors, par croissance comparée, que la suite A indice nk tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On a donc la solution de l'exercice par application du théorème de Césarot-Toeplitz. Ce théorème est bien sûr hors programme. Donc à un écrit ou à un oral de concours, il faut résoudre l'exercice sans utiliser le théorème. La solution directe de l'exercice est dans les exercices. Corrigé. Je vous recommande d'essayer de l'écrire avant de regarder le corrigé. Vous constaterez que la connaissance de la démonstration du résultat général est une aide considérable, entraînant surtout un gain de temps important, et dans une épreuve en temps limité, c'est décisif. Vérifions pour finir que la troisième forme implique la deuxième. Avec cette expression, les termes A indice nk sont des réels positifs, et on définit bien un tableau triangulaire. La somme des termes d'une ligne du tableau est égale à 1. Hypothèse de divergence de la série, qui entraîne que la suite des sommes partielles tend vers l'infini, donne la condition sur les colonnes du tableau. La généralisation entre la deuxième et la troisième forme est stricte. Le tableau triangulaire donné par les coefficients du binôme ne peut pas être défini à partir d'une série. À vous de jouer maintenant. Je vous conseille de travailler les exercices de type concours corrigés de cette séquence avant de passer à la suivante, sachant que, dans chaque séquence, nous vous proposons des notions clés très utiles pour la réussite de vos concours.